Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Militants, avocats, journalistes ou encore hommes politiques visés par différents États à travers le logiciel espion Pegasus. Depuis dimanche, un consortium de journalistes révèle l'ampleur de cette affaire. On va y revenir donc en détail tout au long de cette émission avec nos invités, Marine. Oui, et aujourd'hui nous en discuterons avec Madame Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières, et Katia Roux, responsable plaidoyer liberté, spécialiste surveillance à Amnesty International France. Bonjour à toutes les deux et merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Katia Roux, c'est donc Amnesty International qui a révélé avec d'autres médias européens cette affaire Pegasus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif des États qui utilisent donc les services de cette société NSO, société israélienne, qui commercialise ce logiciel espion baptisé donc Pegasus? Alors effectivement, l'objectif affiché, on va dire, des États clients de l'entreprise NSO est bien de pouvoir mettre en place une surveillance numérique à visée de lutte contre le terrorisme pour pouvoir identifier des personnes susceptibles de commettre des crimes. Ça, c'est le discours officiel des États clients. C'est aussi le discours officiel de l'entreprise israélienne de cybersurveillance NSO Group. Pour autant, ce qu'on révèle dans cette enquête, c'est que très clairement, cet outil est utilisé aussi pour viser des personnes issues de la société civile, des avocats, des journalistes, des militants des droits humains, et ce, en complète violation du droit international relatif aux droits humains. Et ce logiciel Pegasus, il affecte les téléphones portables, il est pratiquement indétectable. C'est donc un outil extrêmement abouti en matière de surveillance. Concrètement, à quel type d'information il donne accès? Alors, il donne tout simplement accès à toutes les données d'un téléphone portable lorsqu'il est infecté. Déjà, c'est très très compliqué de se protéger contre cette infection parce que les victimes de ces attaques ne sont pas obligées de cliquer sur un lien comme c'est souvent le cas via un message reçu pour être infecté. Le logiciel peut exploiter des failles dans le code de certaines applications et donc s'insérer dans le téléphone. Une fois dedans, il a accès à tout. L'auteur de l'attaque peut avoir accès aux messages SMS, aux emails, aux contacts, à la navigation sur Internet, mais aussi peut activer le micro, peut activer la caméra. Donc, tout est accessible. Donc, c'est bien toute la vie privée dans son ensemble qui est sous surveillance. Absolument. C'est toute la vie privée dans son ensemble et c'est aussi une manière de contrôler ce que va faire la personne, où elle va, ce qu'elle dit, avec qui elle échange. Et donc, effectivement, ça donne accès à énormément d'informations extrêmement privées, parfois confidentielles et sensibles. Et donc, aujourd'hui, ça met ces personnes-là en danger puisqu'on a pu aussi montrer que les attaques numériques avaient aussi des répercussions dans le monde réel, le monde physique. Alors les journalistes sont particulièrement ciblés par cette surveillance massive qui concerne donc au moins près de 200 journalistes de 20 pays différents entre 2016 et juin 2021. Évidemment, Pauline Hadès-Mével, en tant que porte-parole de Reporters sans frontières, est-ce que vous êtes surprise d'abord par l'ampleur de ces révélations ? Oui, bonjour. Nous sommes en effet surpris par l'ampleur de cette surveillance et surtout par le fait qu'il s'agit cette fois-ci non pas d'une surveillance de masse, mais d'un ciblage de journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont été sélectionnés, ces fameux 180 journalistes issus de 20 pays différents, ne sont pas n'importe lesquels, mais des journalistes qui enquêtaient sur des sujets délicats, des sujets qui dérangeaient. Donc nous sommes surpris de l'ampleur de cette vague de surveillance et du fait qu'ils ont été bien visés individuellement, ce qui pose évidemment des gros problèmes pour leur sécurité, mais aussi pour le travail en fait sur lequel ils enquêtaient. Pauline Hadès-Mével, peut-être quels sont les leviers sur lesquels peut agir Reporters sans frontières pour tenter de mettre fin à ce type de pratique ? Alors, il y a différentes choses. Déjà, il faut voir que donc il y a au niveau des plaintes, au niveau judiciaire, donc même si le parquet de Paris a ouvert une enquête. Alors justement, oui, il a annoncé ce matin l'ouverture d'une enquête sur une longue liste, 10 infractions, dont atteinte à la vie privée, notamment interception de correspondance, accès frauduleux à un système informatique et association de malfaiteurs. Vous avez bon espoir que cette enquête aboutisse sur quelque chose de concret ?
Écoutez, oui, on a bon espoir. Et puis, une plainte n'empêche pas une autre plainte. Donc, il est possible que nous puissions également déposer plainte. Enfin, en tout cas, c'est notre intention. Ce qui n'exclut pas qu'on puisse également le faire dans d'autres pays où ce crime a été perpétré contre des journalistes, parce que c'est un moyen de les défendre et surtout de mettre un frein à cette surveillance et ce type d'action de NSO. La société civile, de manière générale, documente depuis des années en fait les abus de ce logiciel espion Pegasus par le groupe NSO, y compris les attaques contre les journalistes. C'est vraiment un commerce sans frontières, sans morale. Et aujourd'hui, il est extrêmement important d'utiliser les moyens qui sont à notre pouvoir pour essayer de faire arrêter ces ventes, d'empêcher en fait ce commerce en fait de ce type de mouchard. Oui, il me semble que dès 2017, Reporters sans frontières avait mis en garde contre l'utilisation de ce logiciel Pegasus. C'était plus spécifiquement, là, en l'occurrence, une surveillance des journalistes mexicains. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ce qui s'était passé. Nous avions effectivement dénoncé l'utilisation du logiciel contre des journalistes mexicains, mais nous avions, après cette action, également regardé ce qui se passait en Arabie Saoudite, en Inde, au Maroc et en Azerbaïdjan, où les éléments qui ont été révélés hier le prouvent. Nous avions de très gros doutes. Donc, c'est effectivement sont des pays que nous avions identifiés comme étant des prédateurs en fait de la liberté de la presse, des pays qui entravaient la liberté d'informer, d'enquêter en fait, et donc sans surprise, ils se révèlent effectivement avoir été les utilisateurs de ces logiciels espions. Katia Roux, est-ce qu'on peut revenir avec vous peut-être sur plus spécifiquement cette société israélienne NSO qui développe donc ce logiciel Pegasus? Officiellement, son objectif, c'est de lutter contre le terrorisme, le crime organisé. Je cite sa devise: nous travaillons pour sauver des vies et faire de ce monde un monde meilleur et plus sûr. En réalité, c'est des pratiques quand même tout à fait condamnables qu'elle emploie. Très clairement, effectivement, l'entreprise NSO Group affirme publiquement à qui veut l'entendre que sa mission est noble et la lutte contre le terrorisme est tout à fait légitime. Or là, on est très très loin de la lutte contre le terrorisme, qui est par ailleurs extrêmement encadrée. Là, aujourd'hui, on a une société qui affirme vendre légalement sa technologie à des clients, donc en plus se dédouane de toute responsabilité en disant que ce sont les États ensuite qui l'utilisent. Mais en réalité, cette entreprise a une responsabilité parce qu'elle est censée pouvoir garantir que sa technologie ne soit pas utilisée à des fins de porter atteinte aux droits humains, que ce soit avant, pendant et après les différents transferts. Et on a pu aussi noter qu'en 2019, le NSO Group a pris la parole publiquement pour rappeler effectivement les démarches entreprises par l'entreprise justement pour aller dans le sens d'un meilleur respect des droits humains. Dans le même temps, et l'enquête le montre, entre 2019 et 2021, son logiciel était utilisé abusivement par des clients de la société pour espionner illégalement des personnes de la société civile. Donc effectivement, il y a le discours, il y a ce qui est mis en avant publiquement, officiellement, et puis il y a la réalité derrière qui nécessite effectivement qu'il y ait des actions très concrètes qui soient prises, notamment plus de transparence, plus d'encadrement, plus de contrôle, et peut-être on y reviendra, la nécessité de revoir très clairement les normes et la régulation de ce secteur de la cybersurveillance. Et peut-être d'abord, je vais vous poser la même question qu'à Pauline Hadès-Mével sur cette enquête ouverte par le parquet de Paris ce matin. Qu'est-ce que vous attendez de la justice française ? Alors effectivement, il faut réagir. Donc c'est bien que la justice puisse être saisie. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il existe aussi une sorte de vide juridique pour rappeler l'entreprise à ses responsabilités. Il faut qu'effectivement, au niveau national, il y ait des lois qui permettent de faire condamner les entreprises si jamais elles ont agi, porté atteinte aux droits humains. Mais il faut aussi qu'au niveau international, il existe un cadre
réglementaire strict et contraignant qui s'applique à tous les États. Parce que là, on le voit bien, et c'est aussi toute la structure organisationnelle opaque de la société NSO qui a été rachetée, qui ensuite a plusieurs filiales dans différents pays. Donc, c'est aussi difficile de pouvoir saisir une juridiction en particulier. Et pour rappel, Amnesty International avait, en 2019, justement, monté une action en justice contre NSO en demandant au ministère de la Défense israélien de révoquer les licences d'exportation accordées à cette entreprise en juillet 2020. Malheureusement, le jugement a été négatif. Alors, le tribunal de Tel Aviv a quand même souligné le besoin de plus de transparence, mais pour autant, on est encore très loin d'une société qui rend des comptes et qui est responsable de ses agissements. Alors, on va continuer à parler de ce logiciel espion Pegasus dans un instant avec nos invités. Vous restez avec nous. Vous nous appelez aussi au 0800 26 300 300. À tout de suite. Et de retour sur Sud Radio pour parler de ces révélations autour du projet Pegasus, logiciel espion utilisé par plusieurs États pour espionner des membres de la société civile, des militants, des avocats, des hommes politiques et des journalistes. Alors, on a un certain nombre de journalistes qui ont été ciblés, y compris en France. Là, c'est plutôt une surveillance numérique dont ils ont fait l'objet. Mais il y a peut-être des conséquences également physiques qui peuvent aussi voir le jour. On pense notamment à la situation du journaliste marocain Omar Radi, condamné à 6 ans de prison. Il a été condamné pour une affaire d'espionnage et de viol. Il a toujours nié ces accusations. La peine est tombée avant-hier, me semble-t-il. Pauline Hadès-Mével, là, on a vraiment une conséquence concrète de cette surveillance numérique qui peut être exercée via ce logiciel Pegasus. Oui, absolument. Le verdict est tombé hier. Il a effectivement été condamné à 6 ans de prison. Une enquête pour espionnage, en fait, avait été ouverte fin juin 2020, après la publication d'un rapport d'Amnesty International qui affirmait que le téléphone d'Omar Radi, donc ce journaliste marocain, avait été piraté via le logiciel Pegasus de NSO. Et puis, Omar Radi a été interrogé et en fait il a été vraiment harcelé judiciairement. En tout cas, il a fait l'objet d'une plainte pour viol déposée par une ancienne collègue. Il a été incarcéré. En tout cas, tous ces déboires judiciaires se sont largement aggravés dans la foulée de cette enquête. Donc on voit effectivement les dangers de ce logiciel. Tout a été utilisé. Nous plaidons en fait pour que Omar Radi et d'autres journalistes marocains puissent bénéficier de procès équitables depuis des mois. Les condamnations sont iniques, mais clairement ça a joué en sa défaveur et ça peut jouer quand on voit le type de pays en fait qui utilise ce logiciel. Bien sûr, ça laisse présager des dégâts que ça peut faire pour les journalistes qui sont victimes. Enfin, la liste est quand même très éloquente. Ce sont des pays que RSF stigmatise régulièrement parce que nous savons qu'ils sont des prédateurs de la liberté de la presse. L'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Maroc, le Bahreïn, même s'il y a des démocraties comme un fait exprès, la Hongrie au sein de l'Europe, la Turquie, l'Azerbaïdjan, le Togo et le Rwanda ne sont pas des pays où la liberté de la presse est vraiment facile. Et dans de bonnes conditions. Et pour en revenir peut-être au Maroc, c'était aussi la monarchie marocaine qui est à l'origine de la surveillance des journalistes, y compris ici en France. Alors on voit moins l'intérêt d'une telle surveillance. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet ? Alors, éclairer, en tout cas, on peut, disons, essayer de développer un peu. D'abord, il y a des journalistes qui sont en exil. Ensuite, il y a des journalistes qui continuent, depuis le sol français, à travailler sur des sujets qu'ils ne peuvent pas exploiter quand ils sont au Maroc. Enfin, c'est le cas pour le Maroc, mais c'est le cas pour bien d'autres pays. Et puis, ils servent, enfin, bien sûr... Parce qu'il y a aussi des journalistes qui n'ont rien à voir, qui ne travaillent pas du tout sur le Maroc. Absolument. Alors, il y a effectivement... Là, c'est une collecte de renseignements peut-être plus classique.
Voilà ce qui nous fait d'ailleurs, craindre pour le secret des sources, parce que en fait, les données dans ces téléphones ne sont pas évidemment seulement les données de ces journalistes, mais également les données des sources, les données des contacts en fait avec lesquels ils travaillent. Donc en fait, c'est une aspiration de l'ensemble du contenu des enquêtes, des contacts, et donc ça, c'est très préjudiciable évidemment pour les sources de ces journalistes. Pour ce qui est du Maroc, forcément, un certain nombre d'entre eux travaillent depuis la France, ils travaillent aussi depuis l'Espagne. On a vu que, par exemple, plusieurs journalistes espagnols étaient inquiétés, en tout cas avaient leur téléphone, leur numéro de téléphone donc ciblé par ce logiciel espion. Clairement, ils aident leurs collègues, ils font aussi un travail que certains journalistes sur le terrain ne peuvent plus faire compte tenu des conditions extrêmement sévères de la justice marocaine à l'égard de ces journalistes aujourd'hui. Alors on va accueillir tout de suite Philippe Bouissou, le maire d'Ivry-sur-Seine en région parisienne. Bonjour Philippe Bouissou. Bonjour. On parlait justement du Maroc et eh bien à travers ce scandale Pegasus, on apprend également que vous avez été la cible d'une tentative d'infection via ce logiciel Pegasus, et c'est donc la monarchie marocaine qui a tenté de vous surveiller. Alors, je tiens d'abord à rendre hommage vraiment au travail qui a été fait par le Security Lab d'Amnesty International et par le consortium de journalistes Forbidden Story, sans qui j'aurais jamais su que mon téléphone portable avait subi une tentative de mise sous écoute. Alors, pour le moment, je n'ai pas encore les certificats émanant d'Amnesty International, mais dès que je les aurai, je porterai plainte et on verra qui est à l'origine de ça. Mais il semble bien que ce soit effectivement les autorités marocaines. Et je suis très choqué par le fait qu'un État étranger, sous prétexte de prise de position politique en faveur du Sahara occidental et des prisonniers politiques sahraouis qui sont retenus à Rabat, je pense notamment à Nahama Asfari, dont l'épouse est une Ivrienne, Claude Mangin, qui a tout mon soutien dans ces circonstances. Et je trouve ça extrêmement choquant et j'attends vraiment un signe du gouvernement, du Quai d'Orsay sur une question comme celle-là. Je trouve que les réactions du gouvernement ne sont pas assez fortes au regard de ce qui est en train de se passer. Peut-être comment vous l'avez appris que vous aviez fait vous-même l'objet d'une tentative d'infection par la presse ? Suite à la tentative d'interruption d'un conseil municipal qui avait lieu le 30 juin par des activistes, je vais les qualifier comme ça, pour protester contre une délibération de solidarité avec un soutien pour un centre de vacances pour les enfants sahraouis dans le camp de réfugiés de Tindouf. Il y a eu une tentative de perturber le conseil municipal. Donc j'ai dû faire voter le huis clos pour reprendre la séance tranquillement. Et c'est suite à cet événement que j'ai été contacté par une journaliste de la cellule investigation de Radio France et à qui j'ai confié mon téléphone portable qui a pu être analysé. Et c'est comme ça que je l'ai su. Et pour en revenir peut-être aux motivations de la monarchie marocaine, c'est que vous hébergez notamment dans votre commune une militante pour l'indépendance du Sahara, qui est, on le sait, une des lignes rouges du palais marocain. Exactement, donc Claude Mangin, et d'ailleurs nous avions accueilli à l'hôtel de ville en 2018 sa grève de la faim pour pouvoir obtenir un visa pour aller rendre visite à son époux, Nahama Asfari, qui est incarcéré à Rabat. Et c'est à cette occasion-là d'ailleurs que j'avais commencé à sentir autour de moi, on va dire, une pression par rapport à cette prise de position. Et on a senti, comme vous le disiez, que la ligne rouge pouvait être franchie pour les autorités marocaines. C'est-à-dire, vous aviez senti, comment ça s'est exercé, cette pression, comment vous l'avez ressentie ? On a senti des présences humaines autour de l'hôtel de ville pendant cette grève de la faim, des gens qu'on n'avait jamais vus nulle part, qui nous observaient, qui nous suivaient à certains endroits. Donc c'était assez curieux. Mais à l'époque, les autorités françaises avaient totalement garanti notre sécurité, celle de l'hôtel de ville et celle de Claude Mangin, qui a exercé pendant plusieurs semaines son droit de grève de la faim pour justement obtenir son visa.
Et peut-être Philippe Bouissou, ce logiciel Pegasus, on le dit indétectable, en tout cas pratiquement indétectable. Vous n'aviez rien remarqué de spécifique sur votre téléphone portable? Absolument rien. Je me vante d'ailleurs d'être pas très branché sur les nouvelles technologies, mais il semble malgré tout que j'ai dérouté la tentative d'espionnage, puisque apparemment ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une tentative, mais j'ai pas dû cliquer sur le bon e-message et j'ai été protégé de ce fait. Mais le fait simplement d'avoir fait l'objet de cette attention me scandalise profondément. C'est même si ça n'a pas marché, si ça a échoué, il y a quand même bien eu une tentative et ça, je trouve ça extrêmement choquant. Et je me dis qu'à la fois, c'est effrayant qu'un État étranger puisse se permettre ça et qu'en même temps, moi, ça me renforce dans la conviction qu'il faut combattre partout dans le monde toutes les causes de liberté de la presse, tous les autoritarismes, où qu'ils soient, il y a nécessité de les combattre. Et je trouve que c'est très bien que ce logiciel Pegasus fasse l'objet d'une attention, là, en ce moment, des médias, et c'est très important. Alors Katia Roux, Philippe Bouissou saluait dès le début de son intervention le travail réalisé par le Security Lab d'Amnesty International, qui a donc été en appui du consortium de journalistes Forbidden Stories pour ces révélations autour de ce projet Pegasus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé, comment vous avez réussi à obtenir ces révélations ? Alors effectivement, Amnesty International a été le partenaire technique de cette enquête. Donc avec les partenaires de Forbidden Stories, on a eu accès à 50 000 numéros de téléphone de cibles potentielles du logiciel Pegasus, donc de personnes susceptibles d'intéresser les gouvernements clients de l'entreprise NSO Group. Et donc Amnesty International a pu analyser techniquement les téléphones de certaines de ces personnes, en tout cas des téléphones dont les numéros étaient sur cette liste, des dizaines et des dizaines de téléphones en réalité. Et pour ce faire, a mis en place un outil vraiment très élaboré pour tracer, reconnaître effectivement les traces du logiciel. Parce que comme vient de le dire Monsieur Bouissou, c'est très compliqué à détecter et puis on n'en voit que des traces. Et le fait même de ne pas trouver de traces ne signifie pas qu'il n'y a pas eu à un moment donné intrusion. Donc nous, on a pu effectivement apporter des preuves tangibles sur les téléphones infectés ou ceux où il y avait une tentative, parce que les tentatives peuvent laisser des traces numériques, et même si elles échouent, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est absolument gravissime. C'est-à-dire que le simple fait de tenter d'infecter comme ça un téléphone pour obtenir des données personnelles est tout à fait illégal au regard du droit international et peut aussi avoir un préjudice moral ou psychologique très fort. C'est-à-dire quand on se sent, quand on a peur d'être aussi surveillé, espionné, forcément, on réagit pas différemment, on peut s'auto-censurer. Donc il y a déjà des conséquences, ne serait-ce même qu'au niveau de la tentative, qui sont extrêmement importantes, sans aller jusqu'aux aux infections qui réussissent et qui là peuvent avoir des conséquences aussi très graves en termes, on l'a dit tout à l'heure, d'arrestation, de détention ou autre. Donc vraiment, on s'est vraiment focalisé sur la partie très technique. Et d'ailleurs, il y a au moment des premières révélations, dimanche dernier, le soir, on a publié notre méthodologie pour expliciter justement comment on avait analysé techniquement ces téléphones, et cette méthodologie a aussi été envoyée à un groupe d'experts indépendants du Citizen Lab de l'Université de Toronto qui a corroboré des conclusions. Et vous avez donc recensé 11 États qui utilisent ces services de NSO Group. Mais est-ce qu'il y a potentiellement d'autres États qui pourraient aussi utiliser ce logiciel espion Pegasus ou même des services similaires proposés par d'autres sociétés ? Alors effectivement, là, l'enquête repose sur ces 11 États qui ont été bien identifiés. On peut craindre qu'il y en ait beaucoup plus. NSO se vante d'avoir une quarantaine de clients de par le monde. Aujourd'hui, l'urgence, elle est dans la régulation de ce secteur de la cybersurveillance qui est complètement hors contrôle. Aujourd'hui, c'est inacceptable qu'une entreprise comme NSO puisse vendre son logiciel à des pays qui peuvent l'utiliser pour espionner de manière tout à fait illégale la société civile, y compris dans d'autres pays. Donc oui, aujourd'hui, l'ampleur des révélations est déjà mondiale et extrêmement
extrêmement inquiétante, mais on est peut-être encore loin d'avoir accès à toutes les informations et à l'ampleur véritable de ce scandale. Donc, on a pu analyser, comme je disais, plusieurs dizaines de téléphones. Le fait qu'un numéro de téléphone soit présent sur la liste des 50 000 ne veut pas dire que ces personnes-là ont forcément été ciblées, mais ce sont des cibles potentielles. Donc oui, à partir du moment où il n'y a pas de contrôle et des réglementations de ce secteur-là, tout est à craindre. Et c'est pour ça qu'en fait, Amnesty International demande que soit mis en place immédiatement un moratoire sur la vente et le transfert d'équipements de surveillance jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire approprié en matière de droits humains soit mis en œuvre. Alors justement, ce cadre réglementaire que vous appelez de vos voeux, quelle forme il pourrait prendre concrètement, quelle disposition ? On imagine que ça va être compliqué de réguler ce système, ce secteur de la cybersurveillance. Oui, ça va être compliqué, mais la première caractéristique de ce système, c'est l'opacité et le secret. Donc, il y a besoin de plus de transparence et de redevabilité. Il faut effectivement qu'il puisse y avoir aussi des cadres juridiques pour pouvoir rendre responsables les auteurs présumés d'attaques illégales ou de porter atteinte aux droits humains. Donc, ce cadre réglementaire, il existe déjà des instruments au niveau européen, notamment l'accord de Wasmar ou le règlement de l'UE sur l'exportation des biens à double usage. Ce sont des instruments utiles, mais qui ne vont pas assez loin, on le voit, puisqu'on peut encore aujourd'hui, y compris en Europe, utiliser ce genre de logiciel. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que les États, la communauté internationale se responsabilisent, réglementent ce secteur. Et j'insiste encore une fois, l'urgence, c'est la suspension immédiate de ces transferts dès lors qu'on n'a pas les garde-fous juridiques, réglementaires nécessaires qui permettent d'empêcher ce type d'attaque tout à fait illégale. Alors on va continuer à parler de ce projet Pegasus, sans doute l'affaire de cyberespionnage la plus importante depuis l'affaire Snowden. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour poser vos questions à nos invités. On revient dans un tout petit instant. Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et on continue de parler de cette affaire Pegasus qui fait beaucoup parler depuis dimanche et les révélations d'un consortium de journalistes qui a donc travaillé avec l'appui d'Amnesty International. Nous sommes d'ailleurs avec Katia Roux, responsable plaidoyer liberté chez Amnesty International. Nous sommes également avec Philippe Bouissou, maire d'Ivry-sur-Seine en région parisienne, qui a lui-même été ciblé par une tentative d'infection par ce logiciel espion Pegasus. Et puis nous sommes également, évidemment, avec vous. Sud Radio Midi, prenez la parole. Et Julien nous appelle du Val-de-Marne pour réagir à cette discussion. Bonjour Julien. Bonjour Arthur et bonjour à votre équipe et à vos invités. Alors on vous écoute. Je voulais réagir effectivement par rapport à tout ça, et qui est extrêmement choquant. Je pense qu'on ne mesure pas la gravité de ce qui est en train de se passer. En réalité, si on regarde les choses de manière vraiment globale, tout ça arrive pour une raison, mais comme d'ailleurs qui est lié au Covid. On se rend compte sur la scène géopolitique internationale que les États-Unis sont en train de perdre leur impérialisme face à la Chine. Ça, on le sait, c'est plus à démontrer. Tout ça, en fait, n'est qu'un effet domino. Vous avez l'espionnage a toujours existé dans les entreprises. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. C'est des méthodes qui peuvent être extrêmement choquantes, violentes, mais qui, malheureusement, dans le monde du business, existent et peuvent avoir affaire à des méthodes qui sont plus que douteuses, limites, et restons-en là. Au niveau des gouvernements et des États, et au niveau de la géostratégie, mais c'est absolument, c'est pas nouveau, mais je dirais que là, c'est le révélateur de quelque chose qui s'amplifie. Parce que faut bien, ça a été dit très justement, il faut bien avoir à l'esprit que les data centers, les bases de données, c'est le nerf de la guerre du 21e siècle. Et aujourd'hui, on a cette société israélienne, NSO Group, qui est entre guillemets, je suis désolé de le dire, est le cheval de Troie de la stratégie américaine. On le sait, tout le monde le sait. Le Maroc également, on a l'impression que finalement, ils se soumettent à tout cela pour des intérêts qui aujourd'hui sont un peu obscurs, mais on peut deviner ce qu'il y a derrière. Eh bien, tout ça met en péril finalement notre modèle de société, notre démocratie. Et donc c'est très alarmant parce que si vous voulez, on en arrive à une société de surveillance exactement comme ce qui est en train d'arriver et ce qui arrivera avec le pass sanitaire. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que si jamais ce pass sanitaire devait par malheur arriver, on vous promet aujourd'hui qu'il sera supprimé à la fin de l'épidémie. Je vous file mon billet qu'il ne sera
jamais retiré, il sera enrichi et ce sera une véritable société de surveillance qui sera délétère pour notre démocratie. Enfin, moi je voudrais dire une chose, j'ai vu qu'effectivement M. Plenel avait été écouté et beaucoup d'autres, c'est extrêmement inquiétant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ces journalistes courageux, eh bien, en effet, ce sont des gens qui essaient d'avoir la vérité, d'être le plus objectif, le plus factuel possible. Et ces gens-là, on essaie de les faire taire. Je pense que c'est extrêmement dangereux pour notre société. On a besoin aujourd'hui, franchement, pour que tout se passe le mieux possible, de médias libres. Ce n'est plus le cas. Vous avez des médias à 99% qui sont détenus par quelques milliardaires. Donc, si vous regardez les informations, vous lisez la presse en France, mais en réalité, vous avez une soupe de ce que l'oligarchie veut vous vendre. Je rappelle que certains spécialistes expliquent très bien que, en réalité, pourquoi les milliardaires achètent les médias ? Eh bien, pour vous donner leur vérité sur le monde et pour orienter effectivement leur vision du monde. Moi, je pense que tout ça est très dangereux et qu'effectivement, ça ne peut qu'éclater partout, que les gens se rebellent et au-delà des gens, les gouvernements agissent. Parce que je rappelle quand même que, pour reprendre un fait qui est arrivé il n'y a pas si longtemps en Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman qui a fait découper en rondelles Khashoggi parce que ses positions ne lui plaisaient pas, c'était aussi du renseignement. Il s'était bien renseigné, savoir où il était, ce qu'on allait pouvoir faire pour pouvoir le traquer. Donc ça c'est un exemple, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est extrêmement grave de la situation de nos démocraties. Si on continue comme ça, je vous le dis clairement, dans quelques années, on ne sera plus en démocratie. Déjà qu'elle est défaillante à tout le moins en Europe et en Amérique du Nord. Merci beaucoup Julien. Katia Roux, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de Julien qui nous alerte notamment sur ce phénomène de surveillance qui, il nous dit, qui est de plus en plus répandu à travers le monde. Est-ce que, de votre point de vue, vous qui êtes spécialiste surveillance à Amnesty International France, au-delà de cette affaire peut-être Pegasus, est-ce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur? On suppose que oui, avec forcément l'avancée technologique, tout simplement. Alors, oui, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que ce scandale éclate aujourd'hui dans un contexte de développement des technologies de pointe qui sont de plus en plus accessibles et qui sont aussi de plus en plus performantes. Et aussi dans un contexte où on voit des gouvernements qui ont, depuis peu, qui font appel à des sociétés privées de la cybersurveillance, justement pour mettre en œuvre une surveillance numérique ciblée. Et en parallèle, on a ce secteur donc de la cybersurveillance qui se développe en toute opacité, ou en tout cas avec une quasi-absence de contrôle juridique, réglementaire, qui font que ces entreprises, effectivement, deviennent libres de vendre leurs technologies à des États où les droits humains ne sont ni protégés ni respectés. Donc, effectivement, le contexte du secteur de la cybersurveillance aujourd'hui est extrêmement important. C'est pas un hasard si ce scandale éclate aussi aujourd'hui. Et pour rebondir sur l'autre point qui est la gravité de réduire au silence effectivement des journalistes, des personnalités de la société civile, effectivement, sur ce point-là, c'est très grave parce que ce qui se joue derrière, quand on réduit au silence, par exemple, des voix dissidentes ou des voix critiques, on s'attaque aussi aux droits des populations qui sont défendues par ces personnes, aux droits des populations qui sont mis en avant, qui essaient d'être protégées par ces personnes ou dont les violations sont dénoncées par ces personnes. Donc quand on s'attaque à des figures de la société civile, aux défenseurs des droits humains, à des journalistes, à des personnalités politiques, effectivement, derrière, ça peut avoir des impacts extrêmement graves, plus larges sur des groupes entiers de population. Philippe Bouissou, vous qui êtes, je le rappelle, maire d'Ivry-sur-Seine et qui avez été ciblé par cette tentative d'infection par le logiciel Pegasus, est-ce que vous comprenez aussi l'inquiétude que nous exprimait Julien tout à l'heure? Et on a le sentiment aussi, là je m'adresse à l'élu, que finalement les hommes politiques sont quelque peu impuissants face à cette problématique. C'est bien ça le problème d'ailleurs, c'est l'impuissance des hommes politiques face à ce type de problématique. Comme le disait Madame Roux tout à l'heure avec vraiment raison, il faut légiférer sur un sujet comme celui-là. Que ce logiciel existe, qu'il soit exploité commercialement au niveau de l'État israélien, c'est une chose. Mais les États nationaux, comme la France ou d'autres, doivent en interdire l'utilisation sur leur territoire. Et c'est en ce sens que je vais porter plainte pour aussi essayer de mettre la justice française en face de ses responsabilités. Parce que si aujourd'hui, n'importe qui dans le pays peut être espionné,
que les services de renseignement français aient à leur disposition du matériel pour prévenir la criminalité, prévenir la délinquance, mais c'est toujours sous le contrôle d'un juge. C'est-à-dire que quand on pratique des écoutes en France, en tout cas c'est ce qui me semble, c'est toujours sous le contrôle d'un juge avec des raisons, avec des justifications. Et donc des écoutes de cette nature, des espionnages de cette nature, sans aucune justification légale et sans raison affirmée, affichée, et sans contrôle de la justice du pays où elle s'exerce. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Ça ne peut pas aller. Donc, il va falloir légiférer sur ce point. Il va falloir que les politiques, le gouvernement au premier chef, reprennent la main et s'expriment fortement sur cette question. Moi, je trouve que les commentaires du ministre Attal sur le sujet me semblent aujourd'hui un peu faibles comme réaction du gouvernement français. J'attendais un autre niveau de réaction. Alors peut-être Katia Roux sur cette réponse que finalement peuvent apporter les politiques et la justice. Vous avez quand même confiance pour qu'on avance sur cette problématique de la surveillance ? Alors, il le faut, tout simplement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'au niveau des États, des lois nationales imposent des limites à la surveillance numérique. Ça doit être le cas en France, ça doit être le cas partout. Cette surveillance doit être soumise à des lois précises, qui sont aussi connues, effectivement, ne doivent cibler que des personnes sur autorisation d'un organe judiciaire, compétent, indépendant, impartial, avec aussi des critères de limitation dans le temps, de contrôle de la manière et de la portée dont ces surveillances sont imposées. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire en la matière. On est précisément aujourd'hui dans un temps de débat législatif en France sur une nouvelle loi renseignement. Et c'est important d'intégrer tous ces éléments. On a vu que depuis la loi renseignement 2015, effectivement, les motifs de surveillance qu'on a pu nous-mêmes dénoncer au niveau d'Amnesty International étaient parfois trop larges et trop vagues. Aujourd'hui, c'est extrêmement important, effectivement, de pouvoir être précis, de pouvoir s'assurer, effectivement, qu'il y a un contrôle judiciaire, de pouvoir s'assurer que la Commission nationale de contrôle des technologies de renseignement puisse rendre un avis qui soit contraignant et non pas seulement consultatif, ou en tout cas, on pourrait passer outre. Ce sont ça, en fait, les enjeux du débat actuel sur la loi renseignement qui, si je ne me trompe pas, doit passer en deuxième lecture au Sénat demain. Donc, on est en plein dans cette actualité-là. Donc, c'est très, très important d'avoir tout ça en tête aussi pour que chacun à son niveau, la France en premier lieu dans ce temps de débat législatif, mais les autres États puissent être responsables en la matière, poser véritablement des garde-fous aux atteintes en matière des droits humains. Et puis, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il est nécessaire qu'au niveau international, il puisse y avoir une suspension parce qu'on le voit bien, ça va très vite et c'est très, très difficile de tracer ce genre d'infection. Donc, pour se prémunir de potentielles atteintes graves aux droits humains, il faut suspendre immédiatement ces transferts de technologie tant qu'on n'a pas une réglementation adéquate en matière de droits humains. Alors merci infiniment Katia Roux, responsable plaidoyer liberté, spécialiste surveillance à Amnesty International France, d'avoir été avec nous. Je vais y arriver. Merci également à Philippe Bouissou, maire d'Ivry-sur-Seine, lui-même donc cible de cette tentative d'infection par le logiciel Pegasus. On va remercier aussi également Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières, qui était avec nous au début de cette émission. On va nous se retrouver demain. Mais d'abord, tout de suite sur Sud Radio, bien sûr, vous restez avec nous. Vous retrouverez dans un instant Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Et il reçoit aujourd'hui la chanteuse Sheila.